pour une réponse efficace aux incidents de sécurité et la collecte de preuves numériques. Alors, nous avons un programme. Je peux essayer de présenter l'écran. Donc, comme je disais, nous avons un programme, une introduction à DEFI et Velociraptor, les objectifs en fait de la stratégie, le déploiement et la configuration des artefacts et des moniteurs, la réponse aux incidents et à la fin on en a l'amélioration continue. Alors, comme introduction, en fait, ici, nous allons présenter des concepts de DEFI et de Velociraptor. Alors ici, c'est quoi d'abord Velociraptor? Velociraptor, en fait, c'est un outil de réponse aux incidents et de forensique numérique open source qui permet aux analystes de rechercher, collecter et analyser des artefacts numériques à travers un réseau en temps réel. Il est conçu pour être scalable et s'exécuter sur un grand nombre de machines. Donc ici, nous allons considérer en fait que nous sommes dans un soplax et à la fin en fait de l'incident, nous allons maintenant répondre à l'incident en utilisant maintenant l'outil Velociraptor. Ok, ici on va voir les concepts fondamentaux du Velociraptor. Maintenant, le premier concept ici, c'est beaucoup plus, c'est quoi d'abord un artefact? L'artefact ici, en fait, c'est la définition des requêtes, en fait, pour collecter des informations spécifiques en utilisant un langage de Velociraptor qui est le VQL. Donc ici, on entend déjà par VQL ici, c'est le langage de requête, en fait, pour interroger les systèmes distants et extraire les données d'intérêt, en fait. Et à la fin, on va entendre beaucoup plus sur la chasse aux menaces ici, que le hunting. C'est la recherche active en fait des indicateurs de compromission dans un réseau, qui sont des AOC, tels que les adresses IP, les hashes des fichiers et bien d'autres. Et ici, nous allons aussi noter que Velociraptor est basé sur les architectures client-serveur. Donc ici, on a un serveur Velociraptor qui recueille toutes les données et les clients ici sont des machines beaucoup plus compromises, là où on cherche les preuves. Bon, ici, en grand temps, on va voir en fait la définition des stratégies, la stratégie DEFI. Ici, on va beaucoup plus identifier rapidement les incidents et comment en fait réagir pour continuer et collecter les preuves numériques et de prévenir en fait. Alors, quand on parle de stratégie DEFI, on parle beaucoup plus de la détection des incidents, étant donné que nous sommes dans un soplaps. Et la réponse aux incidents et la recherche des preuves qui est le forensique ici. Et à la fin, on va maintenant prévenir en fait avec le rapport qu'on obtient pour éviter les incidents futurs. Ici, on va un peu parler de comment en fait déployer en fait le Velociraptor. Et ici, on va beaucoup plus voir les étapes essentielles pour déployer le Velociraptor efficacement. Ici, à noter ici qu'on déploie Velociraptor uniquement en fait sur les machines virtuelles. Parce que comme c'est un outil open source, chacun peut personnaliser son déploiement. Et là, maintenant, on peut quitter le déploiement de la machine virtuelle directement sur des conteneurs Docker et ainsi de suite. Là, maintenant, pour déployer Velociraptor, on a besoin d'un serveur en fait ici pour déployer l'environnement. Et après, maintenant, déployer les clients en fait ici et configurer maintenant les certificats SSL. Une connexion sécurisée entre les clients et le serveur de Velociraptor. Et maintenant, à la fin, maintenant, avec les certificats, il y aura une connexion automatique au serveur. En grand plan, ici, on va voir la configuration des artefacts et des moniteurs ici. Ici, on peut beaucoup plus voir, par exemple, la personnalisation des artefacts et la mise en place des moniteurs automatisés. Ici, étant donné que Velociraptor est un outil, on a déjà en fait des artefacts qui sont standards, déjà définis en fait. Et du coup, on peut maintenant personnaliser pour faire en fait des requêtes bien précises en fonction de ce qu'on recherche. Et à la fin, si on le voudrait bien faire en fait des moniteurs automatisés pour la surveillance continue. En grand cadre, nous avons la réponse aux incidents. Ici, on va voir en fait l'utilisation du Velociraptor pour détecter et répondre efficacement aux incidents. Mais ici, à noter ici que comme nous sommes dans un stop lab,
Ici, on a d'autres outils qui permettent de détecter en fait ces incidents. Et maintenant, ici, on obtient beaucoup plus un rapport. Et là, on va écrire uniquement Velociraptor pour maintenant répondre à l'incident et la recherche des preuves. OK. Au niveau de la réponse de l'incident avec Velociraptor, on a d'abord, premièrement, détecté l'incident ici. Et on nous envoie maintenant un rapport. Après, on commence maintenant à faire la recherche de preuves, en fait, qui est l'analyse forensique sur la machine elle-même. Et après la recherche de preuves, on peut maintenant passer maintenant à l'éradication de la menace. Et si elle persiste, on peut maintenant continuer la menace en débranchant la machine directement et laisser maintenant la communication uniquement avec le Velociraptor. Et à la fin, on fait maintenant la collecte de preuves maintenant pour faire un rapport maintenant. Bon, après avoir fini en fait avec la réponse à l'incident ici, on va beaucoup plus parler de la documentation. Puisqu'à la fin, il faut obtenir un rapport. Là, on va générer le rapport détaillé et faire la documentation des leçons apprises pour éviter les mêmes incidents futurs. Ici, on va voir notre lab ici. Et dans notre cas, ici, on a notre architecture qu'on a déjà préparée pour la simulation. Ici, on va prendre en fait l'exemple sur l'entreprise Minex Enterprise. Ici, nous on a en fait deux réseaux ici. Le premier bureau ici pour la direction générale et ici pour les devs. Et là, ici, l'entreprise est abonnée à notre socle ici. Et ici, on peut voir notre attaquant ici. Ici, l'attaquant va utiliser en fait certaines techniques en fait d'envoi de fichiers à notre direction ici pour qu'il puisse par exemple cliquer sur le fichier ou ouvrir le fichier. Là maintenant, celui qui aura cliqué maintenant va ouvrir une connexion entre la machine, entre sa machine et la machine attaquante en fait. On parle de connexion reverse TCP. Maintenant, on passe au laps. Ici, nous utilisons en fait VirtualBox qui est un hyperviseur de niveau de type 2 en fait qui permet de virtualiser le système sur lequel on a maintenant virtualisé le système de l'entreprise ici qui est dans le groupe Minus Enterprise ici. Et on a aussi notre groupe ici, attaque ici, qui contient en fait la machine de l'attaquant. Et ici, on a notre serveur ici, Velociraptor. Et les autres aussi sont beaucoup plus en ligne pour la direction. Là, maintenant, on va démarrer ici notre machine qui est ici RH. On va un peu prendre du temps pour démarrer. Ici, là, on va ouvrir en fait WhatsApp ici. Voilà. Là, on ouvre WhatsApp. On présume ici qu'en fait que l'attaquant a envoyé les fichiers. Du coup, la RH, maintenant, elle va ouvrir en fait les fichiers. Dans lequel on va trouver par exemple la CNI, le CV et la lettre de motivation. Là, on revient ici. Donc ici, on a en fait les dossiers. En fait, on va considérer cela comme des dossiers en fait que l'attaquant a envoyé. Du coup, tout ce qu'on va faire ici, c'est beaucoup plus, par exemple, d'ouvrir en fait le fichier ici. Là, si par exemple la RH ouvre ici, on viendra juste ici sur la machine attaquante, voir si en fait la communication a été établie. Là, on attend, on patiente un peu. On lance aussi ici, nouvelle écoute ici.
Avant cela, en fait, il faut qu'on vérifie d'abord en fait l'IP de la machine de l'attaquante. 56 108 ici. Parce que ici, on a un peu, voici le dossier qu'on a eu envoyé en fait chez la machine, la RH ici. Voici notre charge virale ici. Là, on va essayer de l'ouvrir ici pour renseigner les informations avant l'envoi. On va ouvrir ça avec un pat. Là, on a notre fichier ici. Là, en fait, on se connecte ici avec, en utilisant maintenant ici un socket ici qui va faire la communication en arrière-plan. Et là, on va masquer en fait la console lorsqu'elle va ouvrir le programme ici. Et on lance ici sur le port 4443. Ou bien on peut mettre 4444. Là, j'enregistre. Et les dossiers ici, je vais maintenant l'envoyer en fait par WhatsApp. Notre RH. Et là, maintenant, on peut venir maintenant sur la machine de la RH ici. Ouvrir ici. Dès qu'elle ouvre en fait le fichier, rien ne se passe en fait. Et là, maintenant, on reçoit directement une connexion avec la machine de l'attaquante ici. Sur le port 4443 ici. Là, on peut directement venir vérifier ici, en tant qu'RH ici. Dès qu'on ouvre le fichier, la machine de la RH va chercher à communiquer directement, en fait, avec la machine de l'attaquant ici. Ce qui va nous permettre, par exemple, ici, de nous donner, si on revient ici sur le fichier, de nous donner, en fait, l'accès ici à une shell ici, qui est le CMD de Windows. Là, on va préparer le fichier ici. OK. On voit qu'il y a quelques erreurs ici. Là, on prépare le fichier avant de l'envoyer. Il y a eu quelques erreurs d'indentation dans le fichier depuis qu'on devait envoyer en fait chez la RH ici. On va arranger un peu le code avant de l'envoyer. OK. Là, c'est bon. Là, je vais juste renvoyer encore le fichier. J'envoie le fichier par WhatsApp. Là, j'ouvre mon WhatsApp ici. On va patienter un peu le temps de recevoir un peu le fichier.
OK. On va sélectionner le fichier pour l'envoyer par WhatsApp. Ici, on va supposer en fait que les fichiers n'ont pas encore été envoyés ici. Là, je prépare en fait l'envoi des nouveaux fichiers. C'est ici mon WhatsApp personnel. Donc, quand vous ne voyez pas les que certains fait maintenant, c'est juste pour l'envoi des fichiers. Donc, c'est ici mon WhatsApp personnel. OK, là, on va envoyer les fichiers maintenant. On sélectionne le fichier. On va télécharger les fichiers ici. OK. Un peu de patience, le temps de sélectionner le fichier. Ici, nous restons ici en mode écoute, toujours pour attendre en fait que la machine, la RHL ouvre les fichiers qu'on va envoyer. OK. Si on va recevoir le fichier, on revient sur la machine de la RH ici. Là, OK. Là, on revient sur la machine de l'attaquante. Et en même temps, ici, avant de lancer ici, je vais d'abord chercher les machines qui sont dans le même réseau que notre machine. Au niveau de la lenteur, je vais d'abord arrêter la machine de vélociraptor ici, le service, pour qu'on puisse avancer rapidement. Là, on arrête la machine de vélociraptor ici. D'accord. OK. Là, on envoie alors le fichier. OK, le fichier va partir. On revient sur la machine de la victime ici. Voici le nouveau fichier ici.
On va ouvrir ici. OK. Dès qu'on ouvre le fichier, on peut revenir sur la machine de l'attaquant. On va voir qu'on a une connexion ici, du VTC ici. Et on peut en fait faire certaines actions sur la machine de la RH ici. Là, je vais zoomer un peu. Comme nous sommes déjà sur Windows, on peut utiliser la commande D pour lister en fait le contenu du dossier. Voilà. Là, on se trouve ici dans le dossier. Si on fait un D, on va un peu remonter. On est dans Windows 32 ici, dans le dossier de Windows 32 ici. Ici, le but est de déclencher en fait certaines règles ici et à la fin faire en fait des analyses au niveau de notre dashboard. Donc là, je vais déclencher par exemple la règle de Discovery ici, en recherchant les informations sur le compte. Net account ici pour voir les informations sur le compte en fait utilisateur. Là, on voit dans les informations sur le compte ici. Et maintenant, on va se positionner beaucoup plus en tant qu'analyste en fait pour faire en fait de l'analyse de sécurité ici. Là, on va ouvrir notre navigateur et se connecter en fait sur Grafana, notre outil dashboard ici. On ouvre notre Grafana ici. Là, on se connecte sur Grafana pour voir les logs qui arrivent en fait de la machine, de la RH étant donné que c'est l'architecture ont été connectés en fait. Ici, on va voir les événements de sécurité. On va aussi voir en fait les événements de mythe ici. On va uniquement filtrer en fait la machine de l'entreprise ici. Là, on ajoute maintenant ici. Filtre ici suivant le nom de la machine. Et RH ici. La même chose de ce côté. Et là, on réduit maintenant à 15 minutes ce qu'on vient de faire ici. Même chose de ce côté. Et là, on peut en fait voir les tactiques en fait qu'on a déclenchées en fait sur la machine de RH ici. On a fait de l'exécution en fait ici, en exécutant le CMD sur la machine. Et ici, on a utilisé le netcard qui comptait ici comme un outil qui permet de récupérer en fait ces informations et de pouvoir traverser les passes ici, et ainsi de suite ici. Et là aussi, on revient un peu sur les événements de sécurité. Ici, on va identifier beaucoup plus ces événements au niveau de les ID ici, en utilisant l'outil Sysmon ici. Ici, on a l'ID de Motress ici qui nous dit qu'on a lancé un service qui est lancé ici, sur la machine de la RH ici. On va identifier uniquement les services qui sont lancés avec CMD ici. Là, je vais mettre à 15 minutes pour avoir toutes les informations. Voilà, ici, on identifie en fait l'outil qu'on a exécuté, comment utiliser en fait un script Python pour faire la reverse connexion ici. Là, on va voir beaucoup plus que si on identifie ici
le compilateur de Python ici qui a exécuté le code ici. Si on ouvre maintenant l'événement ici, on pourra voir beaucoup d'informations, de détails ici sur l'événement. Actualiser ici, attendre une minute. Voilà, ici. On voit bien ici qu'il a utilisé ici le compilateur de Python ici, l'interpréteur. Ici. C'est la machine qui a exécuté ça ici, en utilisant le compilateur de l'interpréteur Python ici. Et on a d'autres informations ici. Là, ici, on va considérer en fait que la liste de niveau 1 a identifié en fait l'incident. Et du coup, il envoie maintenant son rapport au niveau de la liste numéro 2, la liste niveau 2 et niveau 3 ici pour la réponse à l'incident. C'est qu'on va commencer ici beaucoup plus maintenant de démarrer notre serveur Velociraptor ici pour le déploiement de Velociraptor. Ici, on démarre ici. On attend que la machine démarre. On attend le démarrage de la machine. On va un peu patienter. OK. Là, la machine a démarré ici. Ici, pour nous passer la tâche ici, on va déployer beaucoup plus de Velociraptor en utilisant l'image Docker beaucoup plus ici. Un déploiement dockerisé. Là, on va utiliser le repo de... On va aller sur le site. Velociraptor. Déploie ici. On va ajouter GitHub ici pour trouver le repo. Voilà. Là, on va sur la documentation officielle ici pour installer. Mais comme on a dit, on va utiliser beaucoup plus de déploiement Docker ici. Pas celle-ci. Alors, Samuel. Samuel? Oui, monsieur. Oui, pendant que ça installe, là, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont un peu perdus, est-ce que tu peux nous restituer globalement un peu sur l'objet de ta démo et à quel niveau tu te situes actuellement? D'accord, monsieur. Là, on va revenir sur la présentation pour un peu faire un peu le résumé.
Ici, en fait, nous voulons simuler en fait la recherche en fait de l'incident et la réponse ici, en utilisant l'outil ici Velociraptor. Ici, nous avons pris dans le cas de l'entreprise Manage Entreprise ici, qui a son réseau ici, qui a abonné à un flap ici, sur lequel on reçoit tous les événements de sécurité, les erreurs de sécurité qu'on va analyser. Et après ça, maintenant, on va maintenant simuler l'attaque en fait ici. L'attaquant ici va se positionner comme un chercheur d'emploi ici pour envoyer ses dossiers directement ici, à la direction ici. Maintenant, il va envoyer ses dossiers ici par WhatsApp à la direction. Mais dans les fichiers dans son dossier ici, il va par exemple mettre un script Python ici qui va permettre par exemple, dès que la RH va ouvrir en fait son dossier, il va directement ouvrir une connexion de la machine de la RH avec la machine de l'attaquante ici. Et ici, l'attaquante va pouvoir maintenant faire certaines opérations sur la machine. Et maintenant, on va passer à l'étape de la détection en fait, de l'attaque. Ici, on va se positionner au niveau de la liste de niveau 1 qui va détecter l'attaque beaucoup plus intelligent. Grafana a un dashboard qui reçoit en fait l'élément et qui est chargé par exemple d'afficher. C'est un dashboard bien précis. Là, dans notre cas ici, on a ces dashboards d'événements de sécurité ici, sur lesquels arrivent tout un peu les événements de la machine de la RH ici. Si on va beaucoup plus bien ici, on a ajouté, il y a un filtre ici, agent RH ici, on récupère uniquement les événements de la machine. Et après ça, maintenant, on va maintenant utiliser l'outil Velociraptor qu'on va déployer maintenant, qui va permettre par exemple d'aller sur la machine compromise ici et de pouvoir récupérer les preuves en fait de cette attaque et de répondre à l'incident ici. Du coup, maintenant, nous sommes en train d'installer l'outil. Là, on va revenir sur la machine pour finaliser avec l'installation de l'outil. On se connecte au niveau de la machine. En utilisant les web fournis. CD Velociraptor ici. OK. Ici, nous utilisons en fait un déploiement d'autorisé ici et nous utilisons beaucoup plus le repo de ce repo-ci. Donc là, on a colonisé le repo ici et là maintenant on va démarrer en fait le service. Ici. On va d'abord être en tant qu'admin ici. Student. OK, là on revient maintenant dans le dossier qui est situé dans Home. Et Student ici. Après Velociraptor, Docker ici. D'accord. Là on va faire un Docker PS ici. OK, là on démarre maintenant l'outil. Et Docker Compose. Hop, -D ici. OK. Là maintenant on va vérifier si le service est déjà lancé. On voit bien que le service est bien lancé. Si on récupère l'IP de la machine pour se connecter sur le service, le 378. On se connecte maintenant à notre outil Velociraptor ici. 378. HTTPS. Et on identifie le port sur lequel on va se connecter ici. On revient sur la machine de Velociraptor ici pour voir les différents ports disponibles. On met le numéro de port ici.
Et là, on se connecte ici. En prenant plutôt le port de 88889. Ici, 8900, 8889. Là, on se connecte avec les identifiants admin. OK, ici, on a maintenant l'interface de Velociraptor ici. Ici, on va voir beaucoup plus ici. Les machines qui seront connectées seront visibles ici. Et là, on peut par exemple voir directement les informations sur Velociraptor, sur le serveur directement de Velociraptor. Ici, on voit l'utilisation de la mémoire ici. On voit ici les organisations disponibles. Étant donné que nous sommes dans un seul app, on va maintenant définir ici, par exemple, pour chaque organisation, pour chaque entreprise, une organisation sur laquelle on va maintenant mettre les machines dessus. Et là, on voit les informations sur la capacité du disque de la machine ici. Et ainsi de suite ici. Et là, maintenant, on va maintenant récupérer en fait le fichier client de Velociraptor qui permet de connecter maintenant un agent ici avec sur Velociraptor ici. On revient ici sur le serveur de Velociraptor ici. On va voir un dossier Velociraptor ici. Et on entre dessus. Velociraptor. LS Velociraptor ici. On va voir un client.config. C'est le fichier qu'on doit récupérer ici. On a déjà récupéré sur la machine. On a mis sur la machine de la RH ici. Et ici, on va voir que j'ai mis le fichier dans le tableau. Téléchargement. Voici le fichier. Il faut par exemple mettre par exemple l'IP de Velociraptor ou bien le hostname de la machine sur lequel ça va accéder en fait. Si je veux ouvrir ça avec bloc-notes pour qu'on puisse voir le contenu du fichier. Attends, j'ouvre un peu pour qu'on voit le contenu du fichier. Ici. On attend l'ouverture du fichier. Ouvrir avec. On va choisir bloc-notes. Voilà, ici, on a l'IP de notre Velociraptor ici. Il faut mettre ici avec le port 8000, qui est l'API en tête de Velociraptor pour la communication entre les agents et le serveur. Si on revient maintenant sur la machine de Velociraptor ici, on peut voir l'IP de la machine. Voilà le 378. On revient maintenant ici, on a le 378 8000 sur le port ici. Maintenant, on va lancer ce service sur la machine ici pour qu'on puisse accéder directement, c'est là depuis Velociraptor. Là, j'ouvre en fait une ligne de commande ici, CMD. Et là, maintenant, il faut télécharger ici Velociraptor pour la partie cliente ici. Et cela se fait sur le site officiel de Velociraptor ici. Velociraptor. Dès qu'on arrive ici, on part ici sur le déploiement ici. On ouvre le déploiement ici.
On cherche là, on télécharge, on passe le repo de l'illustrateur pour télécharger. Là, on voit la version ici, et là, on peut télécharger la version disponible ici. Dans notre cas, nous travaillons avec Windows ici. Là, c'est pour Windows, Darwin, puis BSD Linux ici. On voit les autres fichiers. Voilà. Nous travaillons ici avec la version 6. Le ici qui est déjà disponible sur la machine. Ici. Là, on va maintenant lancer le service de l'utilisateur en disant que c'est un client ici avec client ici et en passant le fichier de configuration config et le chemin du fichier client. Là, on lance. Là, on attend la connexion avec le serveur. On peut déjà revenir sur l'illustrateur, en fait, ici, vérifier si la connexion est ici. On voit qu'il y a une connexion ici, avec la machine qui est ici, desktop ici, et la version d'évaluation ici. Là, on peut déjà identifier, en fait, le client ID ici, qui est généré de façon unique ici. Les contrôles ici, c'est pour voir, par exemple, les informations sur la machine. Ici, on peut voir dans la version de la machine, l'architecture ici, l'adresse MAC ici. Et on peut ici directement utiliser, par exemple, le système de fichiers ici, VFS, qui est pour Virtual File System, qui permet, par exemple, de visualiser directement, en fait, tout le contenu du système depuis le récepteur ici. Là, c'est pour visualiser le registre ici, et là, c'est pour visualiser le système de fichiers, interface ici. Là, si je clique ici, je peux déjà voir que c'est dans le système ici. Je peux déjà venir, par exemple, au bureau pour vérifier certaines informations. Ça prend un peu de temps de chargement. On ouvre ici. Après, on choisit desktop ici. Là, on peut déjà commencer l'investigation ici. Là, on peut déjà voir, nous sommes déjà sur le système en fait distant. Et là, ici, l'option ici permet de télécharger les résultats au format JSON. Celui-ci au format CSV. Et là, c'est pour inspecter au format JSON ici. Là, c'est juste pour masquer l'onglet qu'on veut masquer. Ici, par exemple, comme là, on voit que c'est un dossier ici. Quand on clique, ça tourne. En fait, ça ouvre en fait directement ici. Là, c'est pour actualiser le dossier. C'est un nouveau fichier qui apparaît, ça va apparaître directement ici. Et là, c'est pour ouvrir les dossiers de façon récursive, tous les dossiers en même temps. Et là, on va uniquement venir maintenant accéder à chaque dossier. Je vais prendre le cas de document ici. Je vais cliquer ici. Là, il va charger tous les dossiers en même temps. S'il y a de contenu, il va publier parce qu'on a déjà cliqué ici. Maintenant, je vais revenir sur la machine maintenant pour essayer maintenant d'inspecter en fait en utilisant les artefacts. Ok, ici qu'on a déjà détecté en fait une attaque reverse TCP ici. On va utiliser certains artefacts ici qui sont déjà bien définis. On ouvre ici. En venant ici sur serveur artefact ici, on va définir un nouveau. Ici, on va uniquement chercher par exemple les connexions distantes ici. On choisit uniquement les artefacts de Windows. Pour extraire maintenant les fichiers ici. Windows. On passe à la configuration ici. On voit les artefacts qu'on a sélectionnés ici. Ici, on passe maintenant, on doit spécifier les ressources utilisées ici. Comme c'est la seule requête, on va laisser à 100% ici par défaut. On voit la requête qui va être lancée ici. Et là, on lance directement. Voilà. Là, on revient ici, on peut déjà voir ici que c'est lancé ici. Voilà, on a créé ici maintenant. Là, on peut voir ici les logs ici.
C'est d'abord ici, on va voir ici. Voilà ici. Maintenant, on va aller sur la machine, maintenant interroger la machine pour voir les processus qui tournent dans le plan ici, pour répondre à l'incident ici. On revient maintenant ici. On ouvre la machine ici. Nous pouvons voir ici l'option Shell ici qui permet d'interagir directement avec le système et en choisissant, par exemple, ici CMD. On peut déjà, par exemple, voir maintenant la configuration de la machine. Par exemple, l'IP de la machine, le config. Ici, on exécute la commande. Là, on peut déjà voir ici. Voilà, on peut déjà voir l'IP de la machine ici. Là, nous faisons directement les opérations sur la machine elle-même. Maintenant, on va maintenant identifier les connexions existantes sur la machine. On va lister maintenant ici les processus ici, les stacks ici. Là, ici, on lance la commande. On attend un peu le chargement. La commande. Attend un peu le chargement. Là, on peut déjà voir ici. Attends le résultat. Ici, nous voyons par exemple qui sont établis entre la machine et la machine distante ici. Par exemple, dans notre cas, nous allons voir ici, ça c'est l'IP de l'attaquant ici. Et là, maintenant, voilà le port 4444 qu'on a établi ici. Et là, maintenant, l'IP machine ici, qu'on avait vu ici. Donc, si on revient ici, voilà, nous avons ici le 5609 ici pour notre machine. Et là, maintenant, nous avons ici notre IP ici et l'IP de la machine attaquante ici. Et il est coupé sur le port 4443. Et c'est le port 49843 qui est ouvert ici notre machine. Maintenant, on va essayer maintenant d'éradiquer la menace ici et de répondre à l'incident. La première des choses qu'on peut faire maintenant ici beaucoup plus, quand on essaie d'éradiquer la menace, on peut maintenant mettre maintenant la machine en quarantaine. Dès qu'on appuie ici, la machine sera déconnectée de toutes les interfaces réseau et ça va laisser uniquement la connexion de la serveur et la machine elle-même. Et là, on va demander si, voilà, on va demander si c'est réellement ce qu'on veut ici. Et là, elle veut dire oui ici. On attend. Là, la communication entre la machine distante et l'attaquant va être coupée ici. On met la quarantaine souvent ici. Pourquoi? Parce que souvent, on peut essayer de tuer le processus ici, mais le processus c'est récurrent seul en fait à chaque fois. Du coup, quand on met maintenant en quarantaine ici, et là maintenant la machine ne pourra plus communiquer avec la machine d'attaquant, et on pourra maintenant effacer normalement le processus. Là, la machine est en quarantaine ici. Là, on peut exécuter la commande pour voir et revenir sur la machine d'attaquant pour voir s'il y a la communication toujours. On revient ici. On ouvre la section. Voilà, on dit ici, la commande s'est terminée correctement ici. Et si on essaie, par exemple, de taper, il ne peut plus communiquer à la machine. Il ne peut plus communiquer à la machine ici. Rien n'est donné ici. Ça veut dire qu'on a déjà coupé la communication entre la machine et l'attaquant ici.
On va juste revenir ici dans le système de fichiers, par exemple, à la supprimer. C'est un fichier indésirable ici, en passant par le VFS. On peut aller ici directement dans le document ici, plutôt dans User, RH ici, Document. Là, on peut télécharger le fichier ici, on actualise. Voilà ici, voici le fichier ici. Du coup, maintenant, on peut maintenant le supprimer ou bien le télécharger pour garder comme preuve ici. Maintenant, on va collecter ici les informations. Dès qu'on collecte maintenant, on peut maintenant les ouvrir. On va télécharger directement le fichier ici. Voilà. Là, on télécharge le fichier. Là, on peut déjà garder le fichier comme preuve ici. Et là, on peut aussi voir les métadonnées du fichier ici. Et maintenant, on peut venir ici maintenant pour maintenant supprimer le fichier directement. Et bien, voilà. J'espère que le fichier. Dès qu'on a le fichier, là, c'est pour insérer le fichier qui est enregistré là ici. OK. Là, on a, comme on a identifié le fichier, voilà, quand on exécute à chaque fois le programme, ça fait un autre fichier ici. Du coup, il faut aussi collecter le fichier ici comme preuve ici. Et maintenant, pour confirmer ce fichier-là, si on revient sur la machine de ici, on peut déjà voir ici, on revient ici dans le document ici, on voit bien le fichier qui est ici. Et le fichier qu'il a mis ici. Là, on revient sur notre serveur de Illustrator ici. On va revenir dans notre home ici pour effacer directement le fichier. Étant donné qu'on connaît dans le dossier, là où il se trouve, on va passer par ligne de commande ici. Le shell qui est le CMD ici. Là, on va supprimer avec rn directement. On va juste lancer le chemin. Le chemin directement. Ici, on va se déplacer d'abord dans le dossier. En faisant PWD, on sera là où on se trouve ici. On affiche. Là, ça nous dirait ici. On va dire CD, après on met la commande CD, on revient derrière ici. On met la commande J, après on exécute pour revenir à l'arrière ici. Attends l'exécution. On attend la réponse. On attend la réponse. On va voir les logs de Illustrator pour voir s'il y a eu des erreurs. Ici, avec d'autres logs, ici qui est F. On identifie d'abord le service. On prend maintenant le conteneur ID ici pour voir les logs de service. Et bien, on peut essayer de voir les logs s'il y a un souci avec le Illustrator ici. Temps de l'exécution de la commande ici, qui n'est pas encore. Je vais juste ici revenir et récupérer le chemin du fichier pour que je puisse passer la commande de suppression ici.
Là, je pars dans user RH, document, et ici. Je vais récupérer le chemin du fichier qui est ici. Je copie le chemin du fichier. Je vais dupliquer la fenêtre pour revenir sur le CMD. Je vais directement ici. Je choisis la hausse descend ici. Viens ici. Je choisis CMD ici. Mettre del ici, le nom du fichier. Je demande d'abord où je suis avec la commande qui. J'attends l'exécution. J'attends l'exécution. Ça, c'est l'offre du service. Je viens sur la machine. Voilà. Nous sommes dans le système 32 ici. Du coup, on va supprimer directement le fichier avec del en mettant le chemin ici. Et le chemin, c'est exactement ça. Là, on tape la commande et passer le fichier. On revient voir les logs ici. C'est bon, ça continue. On revient ici. Là aussi, c'est bon, le service tourne. Maintenant, on revient dans le système de fichiers ici pour voir si le fichier s'est supprimé ou pas. Là, on va revenir ici et réactualiser ici. Là, nous pouvons voir qu'on a supprimé le fichier. Et c'est parti avec le fichier qu'il a créé ici. Là, on revient maintenant sur la présentation. Après avoir répondu à l'incident, on est censé produire maintenant un rapport. Je vais essayer de produire un rapport significatif. Là, ce qu'on va dire dans notre rapport, c'est qu'on a eu à répondre à l'incident en bas. Maintenant, le rapport beaucoup plus vous allez sur le niveau 1 ici. Pour qu'il puisse, par exemple, améliorer le processus en disant qu'on a eu à détecter, on a dû à confirmer, à détecter en fait l'hypothèse qu'il a envoyée et on a eu à détecter la menace. Et là, maintenant, on va maintenant mettre, par exemple, dans les règles, par exemple, de Oiseau qui collecte le log et lui dit, par exemple, maintenant, dès qu'il y a de nouveaux exécutions des scripts Python dans certains environnements, il faut directement les signaler comme des alertes et améliorer ainsi le système de réponse ici. Ici, on va continuer ici avec l'amélioration continue ici. Au niveau de l'amélioration continue ici avec le Strator, on peut directement supposer dans le cas qu'on a un serveur maintenant qu'on est en train de monitorer et qu'il y a eu des incidents sur ce serveur. Maintenant, le but ici, ce n'est pas d'aller sur chaque machine, mais beaucoup plus de travail à distance sur toutes ces machines en même temps et de lancer des scans en fait à travers les artefacts ici. Ici, on va beaucoup plus, par exemple, utiliser l'intégration continue. On va, par exemple, connecter en fait certains pipelines directement avec le Strator et pouvoir, par exemple, faire tester réguliers sur des machines pour identifier des incidents ici et faire aussi de temps en temps des artefacts aux réponses qu'on a eu à faire avant et garder notre flux ici. Ici, je vous dirais merci en fait et j'attends s'il y a des questions, posez-les. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez?
Tonton Samuel. Déjà, moi, je veux juste te remercier pour la présentation parce que ça m'a vraiment permis de découvrir un peu ce qu'est l'outil Velociraptor et à quoi il sert principalement, c'est-à-dire son cas d'utilisation. Et parce que je n'ai pas vraiment, moi, je n'ai pas vraiment de questions parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment, j'ai compris ce que tu as fait, tu vois, mais je n'ai pas appréhendé la chose, je n'ai pas vraiment appréhendé la chose d'une certaine façon pour avoir vraiment de questions à te poser. Mais vraiment là, moi, je trouve que la présentation était bien et pour un profane quand même, ça aide quand même bien à découvrir ce qu'est l'outil Velociraptor et comment est-ce qu'il peut être utilisé dans un contexte de sécurité de SI. Donc, merci pour la présentation. Merci. J'attends des questions, s'il y a des questions, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour Samuel. Merci encore pour ta présentation. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des domaines où Velociraptor ne peut pas pousser ses investigations? Tu peux un peu reposer ta question, s'il te plaît? Alors, je demandais, tu as présenté comment on pouvait faire des investigations sur une machine avec un Velociraptor. Moi, je cherchais à savoir, est-ce qu'il a des limites connues? Déjà, première question. Oui, par exemple, si on est en train de rechercher les preuves d'une attaque, on ne va pas trouver la personne qui a attaqué directement avec l'illustrateur. On va essayer de trouver les traces en fait de ce qu'il a laissé, par exemple. Et là, maintenant, avec ces traces, maintenant, on pourra, par exemple, utiliser d'autres outils. C'est déjà une limite, en fait, à l'outil de l'illustrateur, parce qu'à lui seul, il ne suffit pas. D'accord, merci. Vu que Velociraptor, lui, pour communiquer avec, on va dire, la machine qui a été piratée, il le fait à la base sur un port, c'est ça? Oui, exactement. Si l'attaquant, en effectuant son attaque, il profite, bon, il bloquait tous les autres ports, hormis celui par lequel il passe. Comment est-ce qu'à ce moment, ça se passerait? Étant donné que nous avons accès à la machine, Oui. on peut, parce que quand la manipulation on fait ici, c'est beaucoup plus sur la personne a accès à la machine. On va juste, par exemple, envoyer le fichier de configuration. Parce qu'on est directement devant la machine, on peut déjà, par exemple, lancer un fichier et choisir le port qu'on veut ici. Et dès qu'on choisit le port qu'on veut ici, on peut maintenant communiquer avec l'utilisateur normalement. Et maintenant mettre l'antenne qui va couper la communication avec l'attaquant. Là, tu prends dans le cas où l'analyste SOC ou bien l'intervenant est dans les mêmes locaux que la personne qui a le PC qui a été infecté. Si par exemple c'est deux sites distants et que la personne vraiment lui, comme si on a pris l'exemple des RH, les RH, je sais pas ceux qui maîtrisent comment débloquer des ports ou bien installer des fichiers de configuration. Comment, donc c'est un peu ça que je voulais savoir. En fait, si on n'a pas, par exemple, si l'attaquant bloque l'accès à la machine, personnellement, on ne pourra plus mettre même l'agent d'abord en contact avec le récitateur. Il faut directement aller directement sur la machine. Par exemple, si l'entreprise est distante, on va juste envoyer, par exemple, le fichier de configuration. On va juste dire la manœuvre que la personne va faire
et du coup, il va juste exécuter. Et là, maintenant, comme la communication se passe beaucoup plus en reverse TCP aussi, c'est la machine là qui va choisir un port et contacter directement le Velociraptor. D'accord. OK. Bon, si j'ai bien compris aussi, l'investigation vise déjà à trouver où était la faille et donner des recommandations pour résoudre ce problème. Maintenant, Beaucoup plus d'investigation, c'est pas pour trouver la faille en fait, c'est pour trouver les preuves. les preuves. Les preuves Oui. d'une attaque. Par exemple, si, dans mon cas, je suis allé chercher par exemple que les connexions qui sont ouvertes, parce que la connexion avec l'université TCP, il ouvre une connexion en attendant qu'on puisse accéder. Du coup, je peux Oui. voir maintenant tel service a ouvert un port comme ceci. Du coup, je peux déjà dire que c'est déjà suspect. Maintenant, pour éradiquer, maintenant, je peux juste bloquer ou bien tuer le processus. Et maintenant, il y a dans certains cas, tu peux tuer le processus, mais il dévoile le processus encore. Du coup, dans ce cas, maintenant, il faut mettre la machine en quarantaine maintenant. Est-ce qu'il y a des actions que l'utilisateur peut commettre qui entachent l'investigation? Je dis pas n'importe quoi. On l'informe que Madame Tell, vous êtes victime d'une attaque et elle, par panique, par exemple, elle débranche complètement son ordinateur. Est-ce que cette action-là peut compromettre l'investigation plus tard? Oui, exactement. Parce que si, par exemple, si on parle, par exemple, sur l'analyse forensique, je veux aller beaucoup plus loin, pas seulement avec le Velociraptor. Par exemple, la RAM. Si, par exemple, on débranche la machine, les informations sur la RAM sont encore stockées. On peut les récupérer sans toutefois allumer la machine directement. Parce que quand on rallume la machine maintenant, la RAM se vide. Du coup, elle peut débrancher. Maintenant, si elle éteint la machine, c'est bon. Jusque-là, on peut récupérer les informations. Mais si maintenant elle allume encore la machine, ces informations seront compromises. Donc, elle peut compléter un peu. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui peuvent compromettre une investigation? Oui, par exemple, pour une personne cherchant, par exemple, à supprimer les preuves, il peut, par exemple, aller, par exemple, essayer de supprimer les logs, ou, par exemple, essayer de modifier les registres comme ceci. Là, maintenant, on pourra, par exemple, ne pas bien pister. Il va pouvoir, par exemple, nous faire en fait changer de direction directement. Et là, ça va nous perdre du temps quand même, mais pas genre fousser dans la liste. Parce qu'on peut s'en rendre compte après. D'accord, d'accord, merci. Je pense que j'ai eu les réponses à mes questions. Si j'en ai d'autres, je soulèverai. Ok, merci. Allô Samuel, bonjour. Allô? Samuel, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Ok. Merci pour la présentation déjà. Ma question était la suivante. Lors de l'analyse sur une machine, disons infectée, lors de ton analyse, tu verses le Velociraptor en fait, ça t'aide à ta machine reste toujours dans le réseau ou bien c'est hors réseau en fait. C'est ça que je veux savoir. Ici, je suis dans le réseau, mais dans le cas que le château n'est pas dans le réseau, il est par exemple sur un serveur à distance comme ici. Donc, on peut toujours accéder à la machine. Soit l'IP de la machine, soit le hostname de la machine. Bon, je pense que ma question ne t'a pas bien sûr. Ma question est ceci. Lorsque tu fais l'analyse avec Velociraptor sur une machine particulière, je ne sais pas si en faisant ton analyse, tu gardes la machine toujours dans le réseau ou tu le laisses hors du réseau, en fait. Tu le retires du réseau. Ça dépend du contexte. Parce que imagine qu'on est dans le contexte qu'une entreprise génère des chiffres sur son serveur. Maintenant, dans le cas qu'on peut par exemple éradiquer la menace sans toutefois mettre la machine vraiment hors service, on peut le faire comme ceci. Là, maintenant, on le met juste en réseau avec eux. On le laisse en réseau avec les autres. Ok, je vois. Bon, prenons dans ce cas où il faut vraiment que
la machine soit mise en quarantaine. Ça se passe comment dans ce cas? Là, on va maintenant mettre la machine en quarantaine maintenant. Et là, maintenant, Velociraptor va maintenant couper toutes les connexions en fait disponibles avec les autres interfaces. Et va laisser uniquement la connexion entre lui et la machine. Ok. Donc, si je comprends bien, ça voudrait dire que Velociraptor est capable de mettre une machine en quarantaine, c'est-à-dire bloquer la connexion extérieure avec un autre réseau dans le même environnement, mais il y aura juste une seule connexion entre Velociraptor et cette machine, c'est ça? Oui, exactement. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il existe un autre outil tel que Velociraptor, que ce soit open source ou payant, et dans ce domaine-là, qui est le leader sur le marché? Tu connais? Tu as une réponse? Je n'ai pas fait encore une étude du marché pour voir si c'est similaire à Velociraptor, mais je connais quand même que c'était un outil payant en fait. D'accord. Attends, des questions, s'il y a des questions, s'il vous plaît. Oui, Marie-Rose, je vous écoute. Salut Samuel, tu me ressens? Oui, salut. Ouais, je disais tantôt, belle présentation, bon sujet. Enfin, j'avais des remarques avant de poser ma question derrière. Déjà, côté remarques, je me demandais pourquoi, enfin, c'était quoi le problème avec le lagging, parce que de mon côté, personnellement, j'avais un déphasage entre la présentation, enfin, entre l'audio et ce qui se passait côté présentation. Je sais pas si c'était le cas chez tout le monde. Oui, il y a eu quelques déphasages parce que c'est dû beaucoup plus au début de la connexion et la lenteur de la machine due au lancement de machines virtuelles en même temps. Ok, du coup, la réponse en fait à cela me permet d'enchaîner sur la seconde question. J'ai remarqué sur la machine attaquante, en fait, tu étais sur du Kali Linux avec du desktop. Est-ce que c'était nécessaire pour la démo? Pourquoi le choix de Kali Linux? Pas forcément, c'était juste parce qu'il y avait certains outils que je voulais utiliser dessus. Donc, du coup, c'est pas que j'installais, sinon, c'était pas nécessaire vraiment. Parce que je me dis avec le même Debian serveur que tu as utilisé pour Velo, tu aurais pu avoir le même Debian serveur, ce qui aurait fait en sorte que tu as moins de RAM qui est utilisé, tu as une plus petite machine et en termes de fluidité, on serait au rendez-vous en fait. Donc ça c'était la première remarque. Et la seconde de question. 2 secondes, je regarde ce que j'ai écrit. J'ai vu au niveau du lancement de Vélo, t'as switché en route. C'était le pourquoi le switch en fait. En fait, j'avais déployé, j'ai installé Docker, mais je n'ai pas autorisé tous les utilisateurs à l'exécuter. Seulement l'utilisateur pour l'exécuter. Du coup, il faut passer en route pour l'exécuter. Parce que l'utilisateur student, si vous voyez bien, il n'était pas dans le site de. Il fallait que la suite soit, je mets un administrateur, je peux exécuter simplement la commande. Alors, je sais pas, j'ai pas très bien compris. En fait, je disais tantôt que quand on installe Docker, par exemple, sur une machine, il vient beaucoup plus avec les droits d'administration beaucoup plus. Donc, il faut le lancer avec Sudo. Et dans notre cas ici,
l'utilisateur STDM n'était pas dans le fichier STDM, c'est-à-dire qu'il n'est pas un administrateur, il est juste un utilisateur simple. Il n'avait pas les droits. Mais si nous, maintenant, dans que route pour exécuter en fait Docker, la commande Docker. Ok. Et la dernière, j'ai vu que le contexte était dans le cadre d'une attaque réseau, c'est-à-dire on avait la persistance de la connexion entre l'attaquant et la machine cible. Est-ce que Velociraptor, enfin l'outil, je sais pas, j'ai pas la bonne prononciation, est-ce que l'outil il permet de craquer d'autres variantes d'attaques, par exemple les attaques du type on a juste de la collecte de données qu'il envoie quelque part sans pour autant avoir de la connexion qui reste persistante en fait, parce que là j'ai vu la socket permettait d'avoir l'attaquant qui restait connecté sur le serveur, sur la machine de la cible pour un temps, pour longtemps, dont la connexion était persistante. Est-ce que Velociraptor il peut craquer des attaques du style où on n'a pas ce type de scénario là, c'est-à-dire des attaques du style on a le même script, sauf qu'au lieu de persister la connexion, on a juste des uploads de données vers un endroit spécifique. Oui, c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'artefacts dans Velociraptor. En fonction de ce qu'on recherche, parce que moi, je suis directement allé chercher les sockets ouverts parce que j'avais déjà en fait le rapport de la liste de niveau 1 qui m'a envoyé qu'il y a telle communication qu'il voit. Du coup, je savais déjà là où je dois chercher. Maintenant, si on m'envoie dans le cas de, par exemple, d'une autre attaque comme ceci, en fonction des informations, j'aurai en fait les informations possibles pour utiliser certains artefacts pour rechercher des informations en fait. Ok, je comprends. Et du coup, est-ce que, je m'y connais vraiment pas. Est-ce que en termes de comparaison, on pourrait mettre Suricata, l'outil vélo et Suricata sur la même table. Est-ce que ça fait les mêmes choses? Non, Suricata, lui, est beaucoup plus utilisé, par exemple, pour la surveillance du réseau comme ceci, mais Velociraptor, lui, est beaucoup plus utilisé pour la réponse aux incidents. Ok. Bah, je crois que c'est tout pour moi. Je vais passer mon tour. D'accord, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? S'il n'y a pas d'autres questions, j'avais une autre qui m'est venue à l'esprit là. D'accord, il n'y a pas de souci. Pourquoi le choix de vélo? Parce qu'il est beaucoup plus open source, on utilise beaucoup plus d'open source en fait. Il faut nous voir beaucoup plus d'open source. Donc ça veut dire sur la gamme d'outils qui pour les mêmes besoins, vélo serait aujourd'hui l'outil à utiliser. S'il vous plaît, pardon. Je demande, est-ce qu'il y a eu un benchmark entre les différentes solutions sur le marché, par exemple, qui reste toujours des solutions open source sur le marché? Pourquoi le choix de vélo parmi l'ensemble des solutions open source qu'on pourra avoir sur le marché? Enfin, sachant que je n'ai pas la liste des solutions qui font la même chose, quoi. Si on prend par exemple le cas de DHIVE ici, DHIVE a une partie open source, une version community, et il y a une version payante ici. Du coup, ça nous limite en termes de fonctionnalité. On est parti beaucoup plus, par exemple, sur Velociraptor parce qu'elle est totalement open source et adaptable à toutes les genres de situations. Et on peut se connecter à tous les genres de situations aussi avec d'autres outils open source. Ok, donc ça veut dire que si j'ai mon lab, si je comprends bien, si j'ai mon lab par exemple et que sur ce lab là je souhaiterais par exemple rejouer le scénario, bah ça veut dire ce serait go pour vélo que d'autres outils, parce que là dans l'argumentaire
il y a juste un seul outil et la raison de ne pas être allé sur cet outil-là, c'est le fait que ce soit du freemium, donc c'est-à-dire une partie communautaire et une partie payante. C'est ça. Oui, parce que c'est totalement open source comme j'ai dit. Ok. Bah, merci. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va finir avec le dîner. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup, Samuel.